Ils complotent dans l'ombre. Mais pourquoi l'Occident redoute-t-il à ce point un simple capitaine africain? Pourquoi les agences de renseignement et les médias, d'ordinaire si bavards, plongent-ils aujourd'hui dans un silence glacial dès qu'on murmure le nom d'Ibrahim Traoré? Des signaux d'alerte rouge clignotent derrière les portes closes des grandes puissances. Les rapports confidentiels s'empilent, les réunions se tiennent à voix basse, loin des regards. Dans les rédactions, c'est l'omerta. Le nom de Traoré devient tabou, presque dangereux à prononcer. Ce scénario n'est pas nouveau. Patrice Lumumba, assassiné en 1961, puis Thomas Sankara, abattu en 1987. Tous deux ont payé de leur vie pour avoir rêvé l'impossible, pour avoir osé défier l'ordre établi, pour avoir voulu rendre à l'Afrique sa dignité et son avenir. Le sang de ceux qui ont voulu briser les chaînes coule encore dans la mémoire du continent. Aujourd'hui, la cible s'appelle Ibrahim Traoré. Ce n'est pas sa puissance militaire qui fait trembler l'Occident, mais son exemple. Un jeune capitaine qui refuse de plier, qui dit non au pillage organisé, qui rallume, à la surprise générale, une flamme d'espoir qu'on croyait éteinte. L'enjeu dépasse largement le Burkina Faso. Il s'agit de la maîtrise de l'or, du coton, de l'uranium, du pétrole, autant de richesses que l'Occident estime acquises depuis des décennies. Si Traoré prouve qu'il est possible de résister, le feu pourrait se propager, menaçant l'équilibre économique et politique imposé à toute l'Afrique. La panique n'est pas une question d'orgueil blessé. C'est la peur viscérale de perdre le contrôle, la crainte de voir des peuples entiers exiger enfin ce qui leur revient de droit. Un effet domino et tout l'édifice bâti sur le pillage et l'ingérence pourrait s'effondrer. Si la vérité reste enterrée, si l'Afrique rate ce rendez-vous avec l'histoire, alors la spoliation continuera. L'espoir d'une renaissance sera étouffé, et des millions de vies resteront condamnées à la pauvreté, à l'exil, à la résignation. Pour comprendre ce qui effraie tant l'Occident aujourd'hui, il faut commencer par dévoiler le grand mensonge imposé à l'Afrique depuis plus de 3 décennies. Mais quel est ce mensonge, si puissamment ancré qu'il paralyse même les plus audacieux? Il est temps de le mettre à nu pour saisir la portée réelle du défi lancé par Traoré. La démocratie importée, promue par l'Occident, s'est vite révélée être une illusion mortelle pour des millions d'Africains. Sous ses dehors séduisants, elle a piégé un peuple tout entier dans un cercle vicieux d'espoir brisé. Regardons ce piège à travers les yeux d'Ousmane. Ousmane, 58 ans, habite la ceinture poussiéreuse de Ouagadougou. Ancien instituteur, il vend aujourd'hui des pièces détachées, pour survivre, symbole d'une génération trahie par chaque promesse d'avenir. Il se souvient de l'élan de fierté dans les années 80, lorsque Thomas Sankara rebaptisa le pays. Ce fut une bouffée de dignité, un souffle nouveau. Mais il n'a pas oublié non plus la trahison, le silence après l'assassinat, le retour brutal à l'ancien ordre. Des décennies plus tard, les élections se succèdent, mais la réalité se dégrade. Les hôpitaux sont vides, les écoles dépourvues de livres. Ousmane a glissé son bulletin dans l'urne, son voisin aussi, mais la misère s'est enracinée, plus féroce que jamais. Aux yeux d'Ousmane et de tant d'autres, la démocratie occidentale n'a été qu'une façade, de beaux discours, des campagnes bruyantes, des promesses d'alternance. En coulisses, les mêmes élites restent au sommet, complices d'un système qui vide le pays de ses richesses et laisse la majorité dans la pauvreté. Les élections sont devenues un rituel sans âme. Les présidents passent, les serments se répètent, mais rien ne change. Les ressources s'envolent vers l'Occident alors que le peuple attend l'eau, la sécurité, le pain quotidien. Puis le chaos s'est abattu. Le terrorisme a frappé le Burkina Faso en plein cœur. Les villages se sont vidés, les routes se sont muées en pièges. L'armée, pourtant formée par des experts étrangers, s'est retrouvée impuissante, sans munitions, sans moyens, contrainte de reculer face à la terreur. Ousmane a vu ses voisins fuir, a vu les camps de réfugiés gonfler aux abords de Ouagadougou. Il s'est interrogé sur le sens de toutes ces élections, alors que le sang coule chaque jour, que la peur engloutit l'avenir. La détresse populaire s'est mêlée à la colère, la honte à l'exaspération. Face à cette impasse, continuer à croire en la démocratie de façade, c'est accepter de rester prisonnier d'un système qui broie et tue. C'est laisser les mêmes rouages écraser tout espoir, au nom d'une liberté factice. Prenons un autre exemple, la Côte d'Ivoire. Après plusieurs alternances de politique, la pauvreté et le chômage touchent toujours une grande partie de la population. Les promesses de développement faites lors des campagnes électorales s'évanouissent dès la proclamation des résultats. Les jeunes diplômés, privés d'emploi, rêvent d'Europe ou d'Amérique, fuyant un avenir qu'on leur a volé. Pourtant, au plus noir de la détresse, quelque chose s'est mis à bouger. Une révolte silencieuse, un besoin pressant de reprendre la parole et la dignité.
C'est dans cette urgence brûlante que la silhouette du capitaine Traoré s'est dressée, prête à briser l'ordre imposé. Mais pourquoi l'Occident craint-il tant le capitaine Traoré? Ce n'est ni sa jeunesse ni son grade, mais la menace profonde qu'il porte contre le système de domination. Ce n'est pas un simple problème de pauvreté. Ce qui se joue en Afrique, c'est un pillage systématique, orchestré depuis l'étranger. Le continent n'est pas démuni. Il regorge d'or, d'uranium, de pétrole, de terres fertiles. Pourtant, la grande majorité de la population lutte pour survivre, malgré une abondance qui devrait suffire à tous. Derrière ce paradoxe, un système invisible siphonne les richesses africaines vers d'autres continents. Prenons le Burkina Faso. Malgré ses immenses réserves d'or, chaque lingot extrait file vers l'Europe, laissant la population dans la précarité. Au Niger, l'uranium alimente les réacteurs français, alors que les villages nigériens restent replongés dans le noir. Partout, les mêmes recettes, contrats inégaux, sociétés écrans, promesses d'aide jamais honorées. Au centre de ce piège se trouve le franc CFA. Héritage colonial, cette monnaie lie 15 pays africains à la France. Officiellement, elle protège de l'inflation et assure la stabilité. Mais en réalité, elle condamne des centaines de millions d'Africains à la dépendance. Le Trésor français prélève sa part sur chaque transaction, bloque les marges de manœuvre et facilite la fuite des capitaux. On la surnomme la laisse monétaire. Pour illustrer la nocivité de ce système, reprenons l'exemple du Togo. Depuis son indépendance, ce pays paie une partie de ses réserves en devises au Trésor français. Les dirigeants togolais doivent demander la permission à Paris pour utiliser leur propre argent pour financer des projets de développement. Cela limite leur capacité à investir dans la santé, l'éducation ou l'industrie. C'est comme si une famille devait demander chaque jour à un voisin la permission de dépenser l'argent qu'elle a elle-même gagné. Face à ce système, un sursaut inédit s'opère. Depuis l'arrivée du capitaine Traoré, la peur change de camp. Les peuples du Sahel décident de briser leur chaîne. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger refusent de rester des mines à ciel ouvert pour les multinationales occidentales. Ils fondent l'Alliance des États du Sahel, un pacte historique, créer leur propre monnaie, contrôler les exportations, défendre leurs frontières contre toute ingérence. Ce réveil inquiète les puissances occidentales. Derrière les discours sur la démocratie et la stabilité, c'est la panique qui gagne Paris, Washington, Bruxelles. Si les États du Sahel parviennent à garder leur or, à fixer le prix de leur uranium, à choisir leurs partenaires, toute l'architecture de la domination post-coloniale s'effondre. Les anciennes métropoles perdraient une partie de leur marge financière, l'euro et le dollar seraient fragilisés, et la voie de l'Afrique deviendrait incontournable. Mais les risques sont extrêmes. Si ce mouvement échoue, si la rupture n'aboutit pas, le cycle de la pauvreté et de la soumission se perpétuera. Les ressources continueront de fuir, la jeunesse sera condamnée à l'exil ou à la résignation, et l'espoir d'une Afrique souveraine disparaîtra pour toute une génération. Or, quand l'Empire sent la proie lui échapper, il mobilise tout. Pression, manipulation, menace, pour rétablir son emprise. La riposte ne fait que commencer. Mais jusqu'où l'Occident est-il prêt à aller pour conserver son contrôle? Le bras de fer s'annonce brutal et chaque camp sait que l'enjeu dépasse de loin les frontières du Sahel. L'Empire riposte. Sanctions, propagande, menaces d'assassinat. Jusqu'où iront-ils pour briser la résistance naissante? Face à la vague populaire qui porte le capitaine Traoré, l'Occident resserre l'étau. Les sanctions économiques pleuvent. Un embargo officieux étouffe les échanges, les avoirs sont gelés, les institutions financières font l'objet de chantage. Tout est orchestré pour asphyxier le Burkina Faso et casser l'élan révolutionnaire. Les médias internationaux amplifient la peur. Reportages alarmistes sur l'insécurité, la pauvreté, la division. Chaque récit vise à miner la crédibilité du mouvement et à faire douter le peuple de sa force. Derrière ces écrans, les services secrets alimentent la guerre de l'information. De fausses rumeurs émergent sur la santé ou la loyauté de Traoré. Pour saisir la puissance de la désinformation, souvenons-nous du cas du Venezuela. Lorsque Hugo Chavez a défié les intérêts occidentaux au début du XXIe siècle, une campagne médiatique mondiale s'est déclenchée. Les chaînes internationales ont multiplié les reportages sur la pénurie, la criminalité, sans jamais expliquer le rôle des sanctions dans la déstabilisation du pays. Le même schéma se répète aujourd'hui contre le Burkina Faso. Des agents œuvrent à semer la discorde. On attise les rivalités entre générations, communautés, régions. Le but reste limpide, isoler le leader, fissurer l'unité fragile, puis le neutraliser sans éveiller les soupçons d'un coup d'État étranger. Pourtant, l'effet boomerang surprend tout le monde. Au lieu de plier, la population se serre les coudes.
À Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso, jusque dans les villages reculés, la solidarité s'organise. Un souffle de fierté et d'espoir traverse le pays. Beaucoup redécouvrent un vieux rêve africain. Choisir son destin, ne plus subir, mais un piège insidieux se referme. À force de célébrer le courage de Traoré, un risque s'installe. Oublier que nul homme providentiel ne peut porter seul une révolution. L'histoire est cruelle pour ceux qui idolâtrent un chef. Thomas Sankara, adulé, a fini isolé, trahi, sacrifié, et son peuple a été brisé par cette perte. Le véritable enjeu, c'est d'échapper à cette malédiction. Si Traoré tombe, si la mobilisation retombe dans l'attente d'un sauveur, la répression sera implacable. Les puissances étrangères n'hésiteront pas à imposer un nouveau régime docile, et une génération entière risque d'être engloutie par le désespoir. L'histoire le prouve, la fenêtre d'action ne reste ouverte que quelques instants. Chaque hésitation, chaque division renforce les forces du statu quo. Pour mieux comprendre ce cycle, revenons en arrière. En 1958, la Guinée de Sékou Touré a osé dire non à la France, réclamant une indépendance réelle. La réaction fut immédiate. Retrait des fonctionnaires, sabotage économique, pression politique. Pourtant, la détermination du peuple guinéen a permis de jeter les bases d'un État nouveau, même si le prix à payer a été lourd. Ce précédent historique montre que la résistance collective est la seule voie face à l'ingérence étrangère. L'urgence est à la lucidité, à la responsabilité collective. Refuser le piège du héros solitaire, c'est s'organiser partout, dans les quartiers, dans les villages, dans les écoles. Il s'agit de transformer la révolte en changement durable, de faire de la solidarité une arme contre l'ingérence et la résignation. La question n'est plus seulement de soutenir un homme, mais de défendre une espérance commune. Le sort de toute une génération se joue dans la capacité à s'emparer de cette lutte, ensemble. La révolution véritable commence quand chacun devient acteur, pas simple spectateur. Attendre l'homme providentiel, c'est condamner la révolution à mourir dès qu'il tombe. L'histoire le montre, chaque fois qu'un héros africain disparaît, les chaînes se reforment, le pillage recommence, l'espoir s'effondre. Mais Traoré ne cherche pas à bâtir un culte de la personnalité. Il veut instaurer un système qui lui survivra. Il le répète sans cesse, la victoire ne repose pas sur un seul homme, mais sur une structure collective capable de résister aux tempêtes. Cela exige que la souveraineté populaire s'incarne dans chaque geste du quotidien, et pas seulement dans de beaux discours. S'engager, c'est aussi payer ses impôts, même quand la tentation de tricher existe. Refuser les pots de vin à la mairie, dénoncer la corruption dans son quartier. C'est surveiller les ressources nationales, défendre chaque avancée, car les ennemis du peuple ne dorment jamais. Si la rue reste muette, si les citoyens attendent des ordres ou ferment les yeux sur les dérives, alors le système finira par s'effondrer. Pour passer de l'intention à l'action, chaque Burkinabé, chaque Africain, peut commencer par des gestes concrets. Organiser des assemblées citoyennes, exiger la transparence dans la gestion des marchés publics, participer à la surveillance des chantiers d'infrastructures. Il est possible de créer des comités de quartier pour veiller à l'affectation des budgets communaux, dénoncer la fraude et encourager le civisme fiscal. Restons lucides. L'engagement sur la durée épuise. Les obstacles sont multiples, les menaces bien réelles et la lassitude s'invite parfois. Le cynisme, la peur, la routine poussent à revenir au statu quo confortable. Mais c'est justement dans ces moments-là que l'avenir se joue. Une Afrique fatiguée, résignée, offre une victoire facile à ceux qui rêvent de la voir échouer. Le tournant, c'est de transformer la colère en action quotidienne, la défiance en vigilance constructive. Car la révolution n'a de sens que si, demain, chacun se sent responsable. Du village à la capitale, des marchés aux assemblées, l'avenir s'écrit à plusieurs mains. Traoré prépare déjà l'après-Traoré. Ce n'est pas un hasard. Il sait que l'ennemi guette chaque faille, chaque division, chaque occasion de reprendre la main dès que l'unité vacille. Si le peuple se contente d'acclamer un homme fort, la révolution meurt avec lui. Mais si chacun devient gardien du feu, la souveraineté ne sera plus un slogan, mais un acte vivant. Le véritable pouvoir, c'est la conscience collective qui s'éveille et refuse de se taire, même quand le danger rôde. Prenons l'exemple historique du Ghana de Kwame Nkrumah. Dans les années 60, ce pays a voulu s'affranchir du joug colonial en lançant des grands projets industriels et en promouvant la solidarité panafricaine. L'Occident s'est empressé de financer des opposants, de saboter l'économie naissante et de soutenir un coup d'État. La leçon est claire, seule la cohésion nationale, soutenue par une implication populaire profonde, permet de résister aux tempêtes extérieures. Mais l'histoire ne se limite pas à la volonté d'un seul dirigeant.
Pour comprendre pourquoi l'Occident tremble, il faut regarder ce que Traoré menace réellement d'abattre, un système de prédation vieux de plusieurs décennies. Ils ne craignent pas vraiment Traoré. Ce qu'ils redoutent, c'est la force d'un peuple éveillé, prêt à briser les chaînes de 60 années de pillage et d'ingérence. Car une nation qui se dresse, c'est l'ordre établi qui vacille. L'histoire de l'Afrique est jalonnée de promesses trahies, de héros sacrifiés sur l'autel du silence. Ce n'est pas seulement la main qui a abattu Patrice Lumumba ou Thomas Sankara qui a condamné le continent. C'est le consentement tacite, notre acceptation passive des forfaits commis au nom de la stabilité. Aujourd'hui, il ne s'agit plus du sort d'un homme, ni même d'un président, ni d'un parti politique. Ce qui se joue, c'est la souveraineté économique de toute une région. Pour la première fois depuis plus d'un demi-siècle, l'opportunité existe de reprendre le contrôle sur l'or, l'uranium, la terre, la dignité. Mais ce souffle nouveau n'aura de sens que si chacun s'engage, vraiment. Ne croyez pas que la peur qui hante les capitales occidentales vienne des fusils ou des uniformes du Burkina Faso. Leur panique naît d'un péril bien plus vaste, que l'exemple de Traoré révèle à des millions d'Africains qu'ils n'ont plus besoin d'attendre un miracle venu d'ailleurs, que désormais victoire ou défaite dépendront de leur propre mobilisation, non de la charité étrangère. Depuis plus de 60 années, l'Occident a investi dans l'illusion. Il a vendu la démocratie comme une pilule miracle, masquant un système de prédation savamment organisé. Les urnes ne suffisent pas à garantir la liberté si elles ne servent que de façade à un casino géopolitique où l'Afrique joue toujours perdante. Observez l'histoire. Chaque conquête a commencé avec une minorité déterminée, prête à briser l'omerta. N'oubliez jamais votre pouvoir. La peur change de camp quand le peuple relève la tête, refuse de se taire, refuse d'être complice de sa propre dépossession. Pour concrétiser ce réveil, chaque citoyen peut s'inspirer des mouvements sociaux ayant marqué l'histoire, les marches pacifiques, les grèves, les campagnes de boycott, les pétitions. En Afrique du Sud, la lutte contre l'apartheid a triomphé, grâce à une mobilisation populaire sans faille, capable d'user du boycott international et de l'unité syndicale pour faire plier un régime oppresseur. C'est la preuve que la persévérance collective peut déplacer des montagnes, même lorsque l'ennemi semble invincible. Aujourd'hui, la vraie question n'est pas de savoir si Traoré tombera ou non. La seule qui compte est celle-ci. Qui parlera si tu te tais? Qui agira si tu restes spectateur? L'histoire ne s'écrit pas sur les réseaux sociaux ni dans les salons climatisés. Elle prend forme quand une génération décide que trop, c'est trop. Demain, il sera trop tard pour regretter l'inaction. Le silence d'aujourd'hui pourrait précipiter l'Afrique dans une nuit sans fin, faite de pauvreté, de domination, de renoncement. Mais l'étincelle d'un engagement populaire, même minuscule, peut renverser le cours des choses. Il ne s'agit pas d'admirer un chef ou de rêver d'un sauveur. Il s'agit de devenir acteur, d'éveiller les consciences autour de soi, de ne plus vendre sa voix pour une poignée de promesses creuses. L'avenir de l'Afrique ne sera pas offert, il devra être conquis, arraché à la résignation. À vous qui écoutez, je pose la question. Que ferez-vous de ce réveil? Resterez-vous assis à attendre la prochaine trahison? Ou ferez-vous entendre votre voix, là où vous êtes, pour remettre l'Afrique debout? Unis, nous pouvons faire trembler les fondations du vieux système. Désunis, nous courons à notre perte. Le choix vous appartient. Ne soyez pas le maillon faible de l'histoire. Rejoignez ceux qui refusent la fatalité, qui dénoncent, qui s'organisent, qui relèvent la tête. L'Afrique a assez pleuré ses enfants. Il est temps, ensemble, d'écrire la page de sa renaissance. Pour clore, imaginez le futur. Dans 10 ans, les enfants de Ouagadougou, de Niamey, de Bamako réciteront à l'école les noms de celles et ceux qui ont refusé de baisser la tête. Ils connaîtront les gestes simples qui ont changé le cours de l'histoire. Un voisin qui a partagé son repas, une institutrice qui a ouvert sa maison pour l'alphabétisation, un artisan qui a refusé la corruption. Le changement ne sera pas venu d'un homme seul, mais d'un peuple debout, vigilant, uni. Souvenez-vous de ce soir. Souvenez-vous de ce choix. L'Afrique n'attend plus de miracles, elle attend que chacun de ses enfants décide enfin de se lever. Dès aujourd'hui, soyez la voix, soyez le geste, soyez la lumière qui refuse l'ombre. Car, au bout du compte, ce n'est pas l'Occident qui décidera du futur, du Sahel ni même de l'Afrique. Ce sont les peuples qui, unis dans la lucidité, la dignité, la solidarité, écriront la page nouvelle. Et ce jour-là, plus aucun empire ne pourra faire